Donc, bonjour les quatrièmes, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et donc on va pouvoir reprendre le cours de SVT. Alors, dans un premier temps, je vais faire un petit point sur l'interrogation de la semaine dernière. Donc, je pense que je vous l'avais déjà dit dans un de mes précédents messages par écrit, j'ai pas pu corriger directement au niveau des questionnaires que vous m'avez envoyés. Ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai recréé un dossier que vous voyez là qui s'appelle Évaluation questionnaire reproduction humaine et dans lequel vous pourrez à vos noms trouver donc vos notes. Voilà, là c'est pour les quatrièmes 5, mais c'est pareil pour les quatrièmes 4. Vous consulterez ce dossier et vous aurez vos notes. Alors, si on regarde la grille d'évaluation que j'ai là, tac, tac, tac. Donc voilà le barème. Donc, donc voilà, vous avez les solutions. Donc le rôle des testicules, c'était bien sûr de produire les spermatozoïdes et non pas le sperme, hein. Le sperme, le sperme, c'est à la fois les spermatozoïdes et le liquide séminal. Donc les testicules vont produire les spermatozoïdes, puis la vésicule séminale et la prostate produisent le liquide séminal. Et ce n'est qu'à partir de là, quand les spermatozoïdes et le liquide séminal se mélangent, que ça crée du sperme. Voilà. Pour la question 2, donc les caractères secondaires sont par exemple les poils pubiens chez les filles et les garçons et apparaissent au moment de la puberté. Là, il y avait deux réponses possibles pour cette question et je pense que personne n'a pensé à donner les deux réponses. Ce qui fait que j'ai changé mon barème. J'ai accordé les 2 points à partir du moment où vous me donniez au moins une de ces réponses, puisqu'il n'y avait personne qui n'a pensé à me donner deux réponses, alors que c'était possible. Je pense que vous avez été perturbé par le fait que les autres réponses, il n'y avait qu'une réponse possible, donc vous n'avez pas pensé à donner les deux réponses pour la question 2. Voilà, donc petit changement de barème, c'est normal que vous ayez eu plus de points, c'est parce qu'il y avait personne n'a pensé à donner les deux réponses. Donc pour la question 3, donc la fécondation a lieu dans les trompes. Hein, je vous rappelle, donc rencontre entre ovules, spermatozoïdes au niveau de la trompe, puis ça va aller migrer jusqu'à l'utérus. C'était d'ailleurs la question 4. Pardon, c'était la question 5. Enfin 6, excusez-moi, je suis arrivée. Donc c'était la question 6, se déplace vers la paroi utérine. Donc la cellule œuf se divise et se déplace vers la paroi utérine. Donc fécondation dans les trompes, puis déplacement de la cellule œuf jusqu'à la paroi utérine. C'était la réponse à la question 6. La réponse à la question 4, donc les règles sont dues à la destruction de la paroi de l'utérus et l'ovulation en moyenne a lieu au 14e jour. C'était la réponse à la question 5. Après, vous aviez un petit schéma à compléter. Pareil, je vous laisse regarder les légendes. Et il fallait me donner le titre, donner un titre à ces deux schémas. Et voilà, c'était sur 3 points la dernière question. Et voilà, souvent vous oubliez de mettre le titre. Donc lisez bien les consignes, c'était marqué, on donne on légende le schéma et on donne un titre. Voilà, il y a quelques personnes qui ont oublié de donner un titre. C'est à peu près tout pour cette interrogation. Dans l'ensemble, c'était plutôt bien réussi. Je pense pas qu'il y ait de personnes qui soient vraiment perdues en SVT, d'après ce que j'ai vu de ces petites interrogations. Donc ça, c'était pour l'interro. Ça, c'est le premier point. Un point aussi, donc vous aviez deux activités à me rendre cette semaine. Il fallait me rendre l'activité 5, qui était donc une petite BD sur tout ce qui concerne donc les premiers moments de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc j'ai commencé à les regarder, j'ai pas totalement fini, il me reste une des deux classes où j'ai pas eu le temps de terminer de regarder les affiches, mais ce que j'ai vu était très bien. Donc voilà, bravo pour votre travail. Et si un jour on rentre à Peggy, on affichera tout ça en classe, ce sera sympa. Donc voilà pour la fiche, j'ai rien de plus à ajouter. Et vous aviez une autre activité sur la contraception. Donc je vous remets un petit peu le plan pour qu'on soit bien clair sur où on s'était arrêté. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, donc on en était là. Donc la reproduction aboutit à la formation d'un nouvel individu et on avait écrit la problématique suivante. Comment est-il possible de maîtriser la reproduction et quels sont les comportements responsables associés à la sexualité? Et je vous avais mis deux séries pour vous expliquer qu'en fait, reproduction et sexualité, c'était pas pareil, que reproduction, ça, c'était en fait ce qu'on explique depuis deux chapitres.
c'est la création d'un nouvel individu, alors que la sexualité, c'est l'ensemble des comportements sexuels d'un individu. Ce qui veut dire en fait qu'on peut avoir une sexualité, ça veut dire des comportements sexuels, mais sans que forcément ça aboutisse à une reproduction. On peut avoir des comportements sexuels, mais qui n'aboutissent pas forcément à une reproduction. Donc, la question c'est comment on peut avoir une sexualité sans forcément se reproduire si on ne le souhaite pas. Et on en arrive donc à la question de la contraception. Et c'est ça que vous deviez faire cette semaine. Donc, une petite activité sur la contraception. Tac, c'était l'activité 6, donc je la projette. Voilà, vous aviez ce petit tableau à compléter à partir du site choisir sa contraception.fr. Alors, on va faire un petit point sur cette activité. Euh, Ce que j'ai cherché à faire en fait. Là, j'essaie de regrouper un peu parce que bon, si on va sur le site, il y a beaucoup de. Vous voyez, là, je suis sur le site. Bon, il y a vraiment beaucoup de types de contraceptifs possibles. Donc, pour que ce soit un peu plus clair, j'essaie de les réunir en des grandes catégories. C'est ça que j'essaie de faire. Donc, j'ai réuni tout ce qui était la- les méthodes de contraception mécanique, les méthodes de contraception chimique, la contraception d'urgence et les spermicides et les méthodes naturelles. J'ai fait donc 5 catégories. Première chose, il y avait une catégorie dont je n'ai pas parlé et dont je pense qu'il parle sur le site, c'est la stérilisation. Je ne sais plus où c'est exactement, je crois que c'est là, voilà. La stérilisation à visée contraceptive. Elle n'apparaît pas dans le tableau. En fait, j'ai pas fait de case pour la stérilisation parce que la stérilisation c'est un peu différent. On va parler de contraception quand en fait c'est réversible, c'est pour une période de sa vie. On parle de contraception. On essaye de pendant une période de ne pas avoir d'enfant. C'est ça la contraception. La stérilisation c'est quand même un peu différent de la contraception. C'est une c'est une contraception, mais qui va en fait être définitive. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans mon tableau parce que c'est quelque chose de définitif la stérilisation. Donc c'est quelque chose un peu à part. Donc je vais pas parler donc aujourd'hui. Mais c'est parce que je vous en parle là parce que j'ai vu dans les tableaux que vous mettiez ça comme une. Souvent vous mettiez la stérilisation dans les méthodes de contraception mécanique. Non, la stérilisation c'est quelque chose d'à part. C'est pas une méthode de contraception mécanique. Donc justement, quelles étaient les méthodes de contraception mécanique? On va commencer par ça. Donc vous avez dit que la contraception mécanique, ce sont toutes les méthodes qui empêchent la rencontre entre les gamètes. Donc quelles sont ces méthodes? Il y avait les préservatifs, féminins ou masculins. Ça, c'est des méthodes barrières. Alors comment ça marche un préservatif? On va faire un petit peu le tour, hein. Je pense que je vais vous montrer quelques moyens de contraception. On peut regarder le préservatif. Donc par exemple, là je prends le masculin qui est une des méthodes contraceptives les plus utilisées. Donc c'est une gaine, là vous avez des images, qui se met sur le pénis de l'homme et ça va empêcher les spermatozoïdes de remonter dans le vagin. Donc c'est une méthode barrière, c'est donc une méthode qui empêche donc la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme méthode barrière, comme méthode de contraception mécanique? On avait aussi la cape cervicale et le diaphragme. Donc pareil, la cape cervicale, c'est une méthode barrière qui cette fois-ci se met dans le vagin de la femme et qui va de nouveau empêcher les spermatozoïdes de passer. Donc c'est ça qu'on lit, hein, la cape cervicale en silicone se glisse dans le vagin au contact du col de l'utérus pour empêcher le passage des spermatozoïdes vers l'intérieur de l'utérus. Donc ça rentre dans les méthodes barrières. Donc préservatif féminin masculin, la cape cervicale, et il y en avait encore un autre, c'était le diaphragme. On voit. Alors, ça, c'est le préservatif féminin, je peux vous montrer aussi. C'est aussi partie des méthodes barrières. Donc, pareil, hein, une image qui vous montre des préservatifs féminins. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qui se met dans le vagin de la femme et qui va donc empêcher les spermatozoïdes de passer. On est toujours sur la même méthode. Et je cherchais le diaphragme, il est là. C'est toujours un peu la même chose, hein, on est toujours sur l'idée de quelque chose qui glisse dans le vagin et qui va empêcher le passage des spermatozoïdes. Donc voilà, tout ça c'était les méthodes barrières, donc cave cervicale et diaphragme.
Donc voilà, il y a eu quelques erreurs, hein. C'est vrai que des fois vous confondez un peu tout. Enfin, certains d'entre vous confondent un peu tout. Donc voilà, c'est ça. Les quatre méthodes de contraception mécanique, ce sont tous ceux qui empêchent donc, cette rencontre entre les gamètes, entre ovules et spermatozoïdes. Ça fait une barrière, c'est ça. Ce sont des méthodes barrières. Donc c'était les quatre. Voilà. Alors, Résa, je vous ai mis un petit. Je vous montrerai la correction tout à l'heure. Donc, est-ce que c'est des dispositifs féminins ou masculins? Bah, c'est les deux, hein, parce que on a les deux, hein. Les préservatifs féminins, c'est un dispositif féminin. Le préservatif masculin, c'est un dispositif masculin. La cave cervicale et le diaphragme, ce sont des dispositifs féminins. Donc là, on a les deux. Est-ce que ça protège face aux IST? Alors ça, vous avez dû trouver aussi les informations dans les documents. Alors oui, les préservatifs, oui. La cave cervicale et le diaphragme, non. Donc ça, j'ai vu aussi des erreurs. Faut faire attention à ça. La cave cervicale et le diaphragme ne permettent pas de protéger face aux IST. Les seuls qui protègent, ce sont les préservatifs. Donc on peut noter ça. Seuls les préservatifs protègent des IST. Et ça, c'est un truc à retenir, hein, parce que c'est ce qu'il faut voir par rapport aux autres méthodes, hein. Quelles que soient les autres méthodes, c'est pareil, ça ne protégera pas des IST. Les seuls moyens de contraception qui protègent des IST, c'est vraiment ça qu'il faut retenir aujourd'hui, ce sont les préservatifs. Ce sont les seuls. La cave cervicale, le diaphragme, non. Les méthodes chimiques, non. La contraception d'urgence, non. Les spermicides, non. Les méthodes naturelles, non. Il n'y a que les préservatifs qui protègent des IST. Alors, fiabilité, efficacité. Alors, vous pouvez aller regarder, il y a un petit tableau récapitulatif. Et normalement, il vous donne, est-ce que c'est fiable? Alors, il vous donne l'efficacité pratique et l'efficacité théorique. Donc, vous pouvez regarder un peu les chiffres. Par exemple, on peut regarder le premier qui va sortir, préservatif masculin, il nous donne l'efficacité pratique et l'efficacité théorique 98-85. Or, en pratique, en fait, ça veut dire que ça, il vous l'expliquait là, efficacité mesurée dans la vie de tous les jours, prenant en compte les ordres d'utilisation et les oublis. Donc ça, c'est en faisant des erreurs, et ça, c'est si on ne commet pas d'erreur. Donc vous voyez que c'est plutôt un dispositif qui est fiable, et de façon générale, la contraception mécanique, ce sont des dispositifs assez fiables, avec une efficacité assez élevée. Alors, si je vais vous montrer la correction. Voilà, donc je vous ai fait un tableau que j'ai rempli moi, que je vous mettrai bien sûr sur le site. Donc moi, je vous ai noté donc pour les méthodes contraceptives mécaniques, donc vous avez demandé d'expliquer le principe, ça c'est un truc que vous ne faites pas toujours. Donc on explique le principe. Donc ce sont des gaines en latex, hein, les quatre, hein, correspondent à des gaines en latex qui empêchent les spermatozoïdes d'être en contact avec l'appareil reproducteur féminin. Il en existe plusieurs sortes, les préservatifs masculins, féminins, le diaphragme, la cape cervicale. Donc préservatif c'est mixte, j'ai mis vaginal, je me suis trompée, je changerai. Hein. Cape cervicale et diaphragme c'est féminin. Protège face aux IST, oui pour les préservatifs, non pour le diaphragme et la cape cervicale. Alors ce sont des dispositifs très efficaces, hein, c'est ça qu'il faut retenir. On va dire entre 80 à 100%. J'ai pris à peu près j'ai fait le tour d'à peu près de tous les chiffres qui apparaissaient dans le tableau et on peut dire qu'on peut estimer une fourchette à 80-100%, ce qui est plutôt donc efficace et surtout bien utilisé. On est proche du 100%. Donc ce sont des dispositifs efficaces, c'est ça qu'il faut retenir. Alors on passe aux méthodes de contraception chimique. Donc qu'est-ce que la contraception chimique? En fait, c'est tous les dispositifs qui vont utiliser soit des hormones, c'est la première chose, soit du cuivre. Donc il y a deux sortes. On peut distinguer deux sortes de contraception chimique, celles qui utilisent des hormones et celles qui utilisent du cuivre. Alors, dans les hormones, vous en avez plusieurs sortes. Donc on peut faire le tour, pareil. Je vous en montre quelques-uns. Donc on a par exemple
les stérilés. Alors ils ont deux, on les nomme soit stérilés ou DIU, dispositif intra-utérin. C'est la même chose, hein. Des fois j'ai vu DIU d'un côté, stérilé de l'autre. Non, c'est pareil. On appelle ça soit des DIU, dispositifs intra-utérins, soit des stérilets. Et donc là, il en existe deux types. Vous avez le stérilet hormonal et le stérilet en cuivre. Comment ça fonctionne? Donc voilà, ça a cette forme-là. C'est pas très gros, hein, ça tient dans le creux d'une main. Alors un utérus, c'est pas très gros non plus, hein, quand on n'a jamais eu d'enfant, c'est petit, hein, et ça va donc prendre la place de l'utérus, totalement. Donc il y en a deux sortes. Il y en a un hormonal et un en cuivre. Alors celui en cuivre, comment il fonctionne? Donc le cuivre, en fait, ça a la propriété de rendre les spermatozoïdes inactifs. Donc vous mettez ça dans un utérus, et en fait, du fait qu'ils soient en cuivre, les spermatozoïdes ne vont pas être actifs. Et celui qui est hormonal, donc, donc elle a plusieurs effets. Donc c'est une hormone qui va empêcher, qui va épaissir les sécrétions produites par l'appareil reproducteur. En fait, on augmente les sécrétions, et ces sécrétions vont en fait empêcher les spermatozoïdes. Vous avez une sorte de barrière qui se crée grâce aux sécrétions de la femme, et ça empêche les spermatozoïdes de passer. Bon, après, je lis comme vous, hein. Voilà, donc c'est surtout ça. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, sur ces dispositifs hormonaux, c'est qu'en fait, ce sont des hormones qui vont donc agir sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin. Donc, si je retourne à la correction, donc, ils fonctionnent à peu près tous pareil. Donc, ce sont des hormones qui, en fait, vont aller mimer l'effet des hormones féminines. Et ça va avoir plusieurs effets. Ça peut empêcher l'ovulation, ça peut empêcher et ou l'implantation de la cellule œuf, et ça peut épaissir les sécrétions du col, ce qui empêche les spermatozoïdes de passer, dans le cas du DIU hormonal. Donc voilà, ça va vraiment jouer sur l'appareil reproducteur féminin, ce qui fait qu'en fait, on ne va pas pouvoir avoir une grossesse. C'est ça qu'il faut retenir. Donc il y a plusieurs exemples. Donc je vous ai mis la pilule, le DIU hormonal, l'implant, l'anneau vaginal, les progestatifs injectables. Je peux vous en montrer un ou deux sur le site. Donc la pilule. Donc voilà, ça c'est un des contraceptifs, pareil, les plus utilisés. Donc ça se prend tous les jours. Et c'est pareil, ce sont des hormones de synthèse qui vont empêcher l'ovulation, et donc en mimant donc le rôle des hormones, et ce qui en fait va en fait empêcher l'ovulation. Voilà comment fonctionne une pilule. Bon, l'implant, je pense que vous avez regardé, je vous laisserai voir ça si vous n'avez pas eu le temps de regarder. Ok, on passe après. Ah oui. Alors ce dispositif féminin, ça ne protège pas des IST. Et pareil, hein, ce sont des dispositifs très efficaces, bien utilisés, on est proche du 100%. Bon, vous voyez, la plupart des dispositifs, c'est quand même des dispositifs féminins. À part le préservatif masculin, on a quand même la contraception, c'est quand même beaucoup de dispositifs réservés aux femmes. Alors, on passe à la contraception d'urgence. Alors, qu'est-ce que c'est la contraception d'urgence? Ben, c'est pareil, c'est une pilule un peu particulière. Elle est là, tac. Donc, pareil, hein, je vous laisse lire si vous n'avez pas eu le temps de lire un peu sur le site ce petit paragraphe. Donc, hop, la contraception d'urgence hormonale, hein, c'est ça la plus connue des contraceptions d'urgence. Donc, on peut se la procurer en pharmacie. Et qu'est-ce qu'elle fait? En fait, c'est ça que vous avez noté ça que vous avez comme information sur le site, et c'est ça que j'ai mis dans le tableau. Donc, c'est une pilule qui libère des hormones de synthèse, ce qui va empêcher ou retarder l'ovulation, et qui va empêcher l'implantation de la cellule œuf dans l'utérus. Voilà, alors un petit point là-dessus. Donc, c'est une pilule qu'on prend, ça empêche l'ovulation, ça empêche l'implantation de la cellule œuf dans l'utérus. Alors, il faut pas. Donc là, on est avant la grossesse, c'est-à-dire qu'on la prend quand on a un rapport sexuel non, non protégé, mais on n'est pas encore enceinte. Donc, on a un rapport sexuel non protégé,
Ça va empêcher l'ovulation, ça va empêcher que la cellule l'œuf s'implante et donc empêcher la grossesse. Donc on la prend après un rapport non protégé, mais avant une grossesse. Ce qui est différent de la cellule, de la, de la pilule abortive, celle qu'on prend quand on est enceinte. Donc c'est pas une pilule abortive comme j'ai pu le voir des fois dans vos tableaux. C'est quelque chose qu'on prend avant d'être enceinte. C'est pour empêcher la grossesse. Donc on n'est pas dans un avortement dans ce cas-là. Voilà donc ça pour la contraception d'urgence. Et c'est vrai, un cas particulier, on peut aussi, c'est ce que vous mettez sur le site, on peut aussi utiliser le DIU en cuivre comme contraception d'urgence. Ça veut dire qu'on peut le prendre, se faire poser un DIU en cuivre dans les 5 jours après un rapport à risque, et ça peut faire office de contraception d'urgence. Donc voilà, je vous en parle parce qu'ils en parlaient aussi sur le site. Donc c'est un dispositif féminin, ça ne protège pas des IST, et c'est assez fiable, mais c'est pas du 100%. On va dire que de mémoire, c'est de l'ordre du 95% si on le prend dans les 24 heures après le rapport à risque, et après ça baisse. Donc c'est quand même pas du 100%. Et si on a eu un rapport à risque et qu'on a pris la contraception d'urgence, ce qu'il faut faire, c'est on va dire un mois, quelques semaines plus tard, c'est de quand même vérifier qu'on ne soit pas enceinte avec un test de grossesse, parce que c'est pas du 100%, et malgré qu'on ait pris la contraception d'urgence, on peut quand même être enceinte. Donc c'est important quand on la prend de revérifier qu'on ne soit pas enceinte un mois après. Alors, on peut aussi, alors un dernier, on va faire un tour aussi sur les spermicides. Alors, ce sont des substances qui rendent inactifs ou détruisent les spermatozoïdes. Alors, il y en a sous forme de crème, de gel ou d'ovules insérés au fond du vagin. Alors, bien que ça s'appelle spermicide, c'est un dispositif donc féminin qui se met dans le vagin et ça ne protège pas des IST et c'est peu efficace. Donc, c'est ça qui vous disait sur le site, c'est pas très efficace. Alors, c'est vrai que employé tout seul, ça sert pas à grand chose. C'est plus les personnes qui utilisent ça, c'est plus en plus du préservatif pour être encore plus sûr de pas avoir de pas avoir de rapport fécondant. Mais c'est pas quelque chose qui s'utilise tout seul parce que c'est pas assez fiable pour être utilisé tout seul. Voilà, et on en vient aux méthodes naturelles. Donc pareil, hein, je vous ai fait un petit récapitulatif sur ce que j'ai trouvé sur le site. On qualifie de naturelles toutes les méthodes qui visent à identifier la période de l'ovulation de manière à éviter d'avoir des rapports sexuels fécondants à ce moment-là. Donc on essaye d'estimer quand va avoir lieu l'ovulation et donc on va pas avoir de rapport sexuel au moment de l'ovulation. Alors il y en a plein. Je vous en montre quelques-unes. Tac, 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 tac. Elles sont où? Je sais plus où elles sont. Stérilet, spermicide, implant, pilule, patch. Ah, les méthodes naturelles, c'est celle-là. Donc par exemple, une des plus connues, Ogino. Donc en fait, on essaye de déterminer quels sont les jours fertiles. C'est un peu l'exercice qu'on avait fait, vous vous souvenez, quand je vous avais demandé de calculer d'estimer la période de fertilité d'une femme. C'est ça qu'ils font dans Ogino, c'est qu'ils estiment que bah voilà, durant ces 7 jours-là, je vais être fertile, donc je vais pas avoir de rapport sexuel. Mais ça c'est long, hein, ça veut dire que ça veut dire au moins, on avait calculé, je pense que c'est au moins 7 jours où en fait on peut être fertile. Parce que comme les spermatozoïdes vivent 3 jours, que les ovules vivent 2 jours, on a au moins, on va dire au moins 5 jours où potentiellement on peut être avoir un rapport sexuel fécondant. Donc c'est pas très fiable parce qu'en plus, vous avez dit l'ovulation, elle arrive pas forcément au 14e jour pile poil du cycle, ça peut être au 16e, ça peut être au 15e, au 13e. Donc on sait pas trop exactement quand est l'ovulation. On a 5 jours où potentiellement où le rapport est fécondant. Donc c'est pas des méthodes qui sont très fiables. Pareil, on a la méthode des températures, puisqu'en fait, au moment de l'ovulation, la température augmente un tout petit peu.
Et donc ça peut permettre de savoir que c'est ce jour-là l'ovulation. Et pareil, ça va pas être c'est pas des méthodes qui sont très fiables. Alors c'est vrai que là où il vous parlait de la symptothermie, qui en fait est une méthode qui permet en fait, à étudier tous ces paramètres-là et à prendre en compte la température, à prendre en compte la glaire cervicale, c'est ça qui vous parlait dans la méthode Billing, de plein de paramètres qui en fait donnent des indications sur quand a lieu l'ovulation. Et là, on arrive très précisément à estimer le jour de l'ovulation et donc à, disons, réduire la période d'abstinence donc à 5 jours pile poil. Et ça, on peut atteindre à 98% d'efficacité. Mais quand même en s'abstenant d'avoir des rapports sexuels durant quand même 5 jours. Voilà. Donc ces méthodes ce qu'il faut retenir sur les méthodes naturelles. Je dirais que bon, globalement, si on ne connaît pas bien son corps, c'est des méthodes qui ne sont pas très fiables. Qu'en plus, elles comportent quand même des périodes d'abstinence qui sont quand même au moins de 5 jours par mois, ce qui est quand même un peu long. Et donc voilà, c'est peut-être. Faut retenir qu'il faut quand même se méfier un peu de ces méthodes-là. C'est ça que je voulais dire. Après, il vous parlait aussi de. Bon, je m'arrête là sur les méthodes naturelles. Donc, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est pas des méthodes très fiables. Mais il fallait quand même que je vous en parle parce on en parle quand même souvent. Tac, tac. Bon, bah voilà, j'ai à peu près fait le tour de tout ce tableau-là. Donc, je vous invite à le lire en détail, à corriger vos tableaux si vous avez commis des erreurs. Et on passe au bilan que je vous lis. Donc, bilan un peu long que vous allez devoir recopier dans vos cahiers. Donc, je vous le lis. La sexualité peut être liée ou non au désir d'avoir un enfant et doit être associée à des comportements sexuels responsables. La contraception désigne des méthodes utilisées pour éviter de façon réversible et temporelle une grossesse. C'est pour ça que j'ai pas mis la stérilisation, parce que la stérilisation n'est pas réversible et temporaire. Pour moi, c'est un peu à part, c'est pas de la contraception. Donc, elles peuvent permettre d'éviter la rencontre des cellules reproductrices, l'ovulation ou l'implantation de l'embryon. Elles peuvent être chimiques, mécaniques ou naturelles. On va dire c'est nos trois grandes catégories qu'on peut retenir. Donc les deux, ce qui est important aussi de voir, c'est que le préservatif possède un rôle contraceptif, mais permet également de se protéger des infections sexuellement transmissibles, IST, dont le sida. Ça qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que le préservatif, c'est le seul moyen de contraception qui permet de lutter contre les IST. Et dernier point à retenir, les méthodes de contraception naturelles ne sont généralement pas assez efficaces pour être considérées comme fiables. Donc se méfier des méthodes naturelles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la contraception. Alors, on a fini le chapitre de reproduction humaine. La semaine prochaine, on va entamer le cours sur le système nerveux. Voilà, pas d'activité cette semaine. Néanmoins, je veux que vous révisiez votre chapitre de reproduction humaine et vous aurez de nouveau une petite évaluation la semaine prochaine. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas que du cours, je vous donnerai un petit exercice de réflexion. Donc pareil, hein, comme la semaine dernière, à 15 heures, lundi prochain à 15 heures, vous aurez donc cette petite évaluation. Donc sûrement un petit peu de cours et un exercice, disons, plus de réflexion pour vous. Voilà, donc pareil, hein, vous révisez bien ce chapitre qu'on vient de finir, vous révisez tout le chapitre, et donc un petit exercice que j'évaluerai la semaine prochaine. Voilà, donc bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.